Bonjour et bienvenue sur cette première édition du Sommet des doulas. Je suis Élodie Cussick, je suis doula professionnelle en France, près de Lyon. Je suis la fondatrice de l'école Doula des Lunes, qui forme et accompagne les doulas depuis 2021 partout en francophonie mondiale et je suis l'organisatrice de ce sommet des doulas. C'était un rêve pour moi d'organiser un tel sommet et cette année, c'est rendu possible grâce, au financement de l'école Doula des Lunes, grâce à l'intervention, bénévole, 100 bénévole de toutes les intervenantes que vous allez avoir, l'honneur d'écouter durant Mmh. cette semaine. Et puis, bien sûr, grâce à vous, grâce à chacune de vous et chacun de vous qui participez depuis le début de la semaine à la cagnotte solidaire qui sera reversée à 100% à l'association Abracadabra, cette association périnatale qui soutient les parents durant le deuil périnatal et durant la grande prématurité des bébés nés trop tôt. Bienvenue, merci encore une fois à tous ceux qui ont déjà participé à cette cagnotte solidaire. On retrouve aujourd'hui, eh bien Anne. Anne, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté, mon invitation pour participer à ce sommet. Avec grand plaisir. J'en suis très honorée. Oui, Anne, on se connaît un petit peu puisque, tu es actuellement, on se connaît même plutôt bien, tu es actuellement, étudiante dans la promotion 2025 de l'école, Doula des Lunes. Tu as commencé ton cursus avec nous en janvier 2025, tu Mmh. le finiras, dans quelques mois et c'est un vrai cadeau que tu nous fais de venir, passer un petit moment avec nous durant ce sommet parce que, tu vas nous parler, de, ta présence lors des naissances des familles que tu accompagnes à Berlin. Toute la partie stage qu'on propose au sein de notre école, tu as été une des premières étudiantes de notre promotion à y aller à fond les ballons. Donc j'ai vraiment hâte que tu nous parles de toutes tes expériences. Avant ça, je te propose que tu te présentes, qui tu es, où tu vis, qui est composée ta famille et puis on va continuer. OK, avec plaisir. Donc je m'appelle Anne, Matei. J'ai, 33 ans et j'ai 2 enfants. Lily a 4 ans et Arthur a 1 an et demi. Je suis encore en plein postpartum, on va dire. Mon métier, c'est, doula et je suis très émue de le dire parce que c'est vraiment ça que j'ai choisi. J'ai pas pour le moment d'activité à côté. J'ai décidé de faire ça, comme tu dis, à fond les ballons, donc je suis doula et en même temps, étudiante doula et encore en pleine formation, je pense formation continue, Mmh. probablement pour, toute ma vie. Oui, oui, moi aussi. Ça, c'est beau d'être vraiment dans cette énergie-là. Avant qu'on parle, parce que c'est le sujet de notre, entrevue aujourd'hui, qu'on parle de ton travail de doula de naissance à Berlin, et vu que tu fais partie de notre école de doula, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu, juste quelques mots de ton parcours, dans notre école? Pourquoi tu as choisi de devenir doula? Pourquoi tu as choisi notre école? Qu'est-ce qui te Mmh. plaît? Qu'est-ce que voilà, que si tu devais en parler à quelqu'un, et peut-être il y a des femmes qui sont intéressées par notre école et qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire sur ce que tu vis au sein de notre meute? C'est un vrai voyage initiatique pour moi. Peut-être, on imagine ça comme une formation qui va peut-être juste apporter un certain bagage théorique, mais en fait, pour moi, ça a été plus que ça, en fait. C'est vraiment je suis en train de chercher une nouvelle identité, je pense et ça me permet aussi accéder à ça. Donc évidemment, on reçoit, hem, des cours, pour devenir doula, mais au-delà de ça, il y a un vrai questionnement, en fait, de, qui on est, quels sont nos bagages, quelles sont un peu les valeurs qu'on veut transmettre, notre posture de doula et c'est quelque chose qui m'imprègne, en fait, pas juste, dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle. La décision de devenir doula, c'est une vraie décision que j'ai prise, alors qu'en fait, c'était peut-être au fond de moi depuis très longtemps. Je l'ai seulement prise récemment. C'est quelque chose qui m'a appelée, en fait, même avant d'être enceinte, même avant d'avoir connu la maternité moi-même, j'avais entendu ce mot que j'avais trouvé très joli, même juste à l'oreille. Je m'étais un peu renseignée et pour mes naissances, je m'étais beaucoup, informée, en fait. Ça m'avait paru important et j'étais tombée sur des super podcasts, des livres, je pense que beaucoup connaissent, Bliss Stories, la BD de Lucille Gomez et puis des choses peut-être un peu plus, ouais, c'est les classiques, peut-être encore un peu plus,
plus spécialisée. J'avais un peu lu déjà Michel Audin, Ina May Gaskin et des lectures qui m'avaient vraiment, habitée et j'ai vécu, mes naissances, vraiment, sereinement, OK. et c'était des expériences positives et en même temps, bah, j'avais choisi aussi à l'époque avec mon compagnon que ce soit des naissances en milieu hospitalier et même si je me sentais préparée, il y a des choses qui nous ont un peu pris par surprise. Au niveau des notamment parce qu'on est en Allemagne, donc au niveau de la barrière de la langue, au niveau des protocoles, de comprendre un petit peu, la naissance, comment elle est vue dans le milieu hospitalier, qui est différent de ce que j'avais pu imaginer, et peut-être lire et ouais, mais néanmoins, c'était des expériences très positives et ça m'a donné envie d'en faire quelque chose. À l'époque, je pense que j'osais pas me dire que ça serait mon métier, mais voilà, je travaillais dans complètement autre chose, dans le digital et puis, c'est vrai que ça m'a travaillé un petit peu et puis à la naissance de mon fils, je me suis dit que ce serait vraiment bien de faire une formation, quitte à Mmh. peut-être faire ça un peu, j'allais dire le week-end, enfin voilà, à côté et en fait, rapidement, c'est devenu assez clair pour moi que ça allait vraiment être, mon activité principale, on va dire. Donc j'en suis là. OK. Donc tu avais donné naissance à tes 2 enfants, déjà en Allemagne? Vous étiez déjà en Ouais, Allemagne? OK. ouais. Donc c'est un on va dire, la société, là où tu es, à Berlin, tu la connais bien et est-ce que les doulas sont connus? Est-ce que c'est plus connu qu'en France? Parce que tu connais bien le milieu français, Ouais. vu qu'on en parle ensemble depuis le mois de janvier, je serais curieuse que tu nous parles un petit peu du milieu allemand, Ouais, berlinois, probablement. c'est vrai qu'il y a pas mal de différences, culturelles, politiques, la manière dont le système est organisé. Alors, est-ce qu'on connaît bien les doulas à Berlin? Je pense relativement mieux qu'en France, mais c'est pas encore, les États-Unis, quoi. Mmh C'est mh. pas quelque chose qui est vraiment ancré culturellement dans la culture allemande. Donc, je dirais que la majorité des femmes n'ont pas de doula. Néanmoins, ça se développe. Tu vois, par exemple, je suis sur une communauté de doulas sur Telegram, juste de Berlin et on est 120 à peu près. Mmh, OK. Ouais, Après je non, sais tu pas es quand combien même un com level, un petit peu plus haut que la France. je sais pas combien sont en exercice et combien sont vraiment birth doula, donc doula de naissance. Voilà, ça se développe. La naissance en Allemagne, culturellement, je pense, c'est vu différemment qu'en France. J'ai pensé à donner quelques données aussi pour que, les auditeurs, auditrices se représentent un petit peu. En Allemagne, par exemple, la péridurale, c'est peu commun. C'est une minorité, en fait. Donc on va avoir, par exemple, à peu près 70 à 90 des accouchements qui se font sans péridurale. Waouh! Les maisons de naissance sont plus Non, mais là, tu as presque tout dit, en fait. En ouais, France, c'est l'inverse. En France, tu as 80 des femmes qui prennent la péri, 70 à ouais. 80, c'est un truc de dingue. Ouais, je pense que et en fait, c'est à double tranchant parce que du coup, on peut se dire, enfin, elles le font par choix, mais il y a Mmh. aussi quand même ce poids parfois culturel de, bah, la plupart le font pas, donc tu n'es pas censé la demander. Enfin, ça dépend vraiment de d'où on tombe, mais donc il y a ça. Aussi par rapport au choix du lieu de naissance, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même plus de ce qu'on appelle Geburtshaus, donc les maisons de naissance, il y en a plus. Je crois que juste sur Berlin même, il y en a 8 à peu près. Il y en avait plus avant, malheureusement, c'est en déclin. Et puis il y a la possibilité aussi de faire des accouchements à domicile. Alors c'est pas très courant, mais ça représente quand même 3 des naissances en Allemagne. Donc c'est pas non plus, si rare que ça, quoi. C'est quelque chose, qui est, dont on peut parler ouvertement. Enfin, il y a beaucoup de gens qui le font, quoi, et c'est pas un tabou, on va dire. Voilà, donc juste pour mettre un peu les choses en perspective. Après, il y a aussi des chiffres, bah, qui sont tristes, en fait, qui sont assez dramatiques et je pense que ça, c'est un problème qui est pas juste, en Allemagne, c'est au niveau européen. Mais en ce moment, il y a beaucoup de sages-femmes qui élèvent la voix un petit peu pour parler bah, notamment des violences obstétricales. Il y a un rapport qui est sorti récemment, c'est une femme sur 3 a une naissance considérée comme traumatique et une femme sur 2 estime qu'on lui a pas demandé son consentement pour des actes, durant la naissance et c'est pas juste des petits actes, quoi. C'est, épisiotomie, rupture artificielle de la poche des os et cetera. Donc voilà, c'est pas tout rose,
Mais c'est intéressant pour moi aussi d'avoir la perspective, bah, via l'école, Doula des Lunes, d'avoir, la perspective française et de voir un petit peu comment la culture va a influencé tout ça. Et je pense que pour le moment, enfin, en tout cas personnellement, je me sens plus à l'aise d'exercer mon métier, là à Berlin qu'en France, par exemple, parce que je me sens peut-être plus, mmh, accueillie de manière un peu plus positive par la société et aussi par le monde médical. Et par les espaces hospitaliers, c'est sûr, on va en parler juste après, mais je me permets juste de revenir sur ce que tu viens de dire avant. Pour moi, c'est waouh, c'est comme un pavé dans la mare. Tu nous dis, il y a presque, 8 femmes sur 10 en Allemagne qui, donnent naissance sans péridurale et après, par contre, on retrouve pratiquement les mêmes chiffres de trauma, d'enfantement, qu'en France où on a presque 8 femmes sur 10 qui prennent la péri. Du coup, bah, ça pose question finalement, la naissance respectée et que je fais quand même une différence, tu le sais, mais du coup, je me permets de le dire pour tous ceux et celles qui nous écoutent, mais la naissance respectée, c'est pas forcément la naissance physiologique. Il peut y avoir Ouais. des naissances respectées, par des, naissances médicalisées, avec des naissances par voie haute, donc les femmes qui sont césarisées. I Voilà, la naissance respectée, c'est beaucoup plus large que la naissance physiologique. Puis ce que tu viens de nous dire là, c'est waouh, j'hallucine quand même que, Mmh. finalement la physiologie n'est pas garante à 100 d'un bon vécu et d'une naissance respectée, Ouais. vu le taux de alors je sais pas si on peut parler de trauma, mais en tout cas, vu le taux de femmes qui en ressortent blessées, non satisfaites de leur expérience, de Mmh. naissance. Ouais. Non, absolument. Parce que tu vois, moi ça m'intéresse quand, j'entends en France, salle nature. Parce qu'ici ça n'existe pas comme concept. En fait, toute salle de naissance est une salle nature. Donc la OK. physiologie est entre guillemets «respectée». Tu vas toujours, quasiment toujours avoir une baignoire, avoir une balle, avoir des lianes. Donc ça c'est un peu ça existe comme base. Mais après il y a quand même effectivement des comme tu dis, ça ne garantit pas, une naissance respectée dans le sens où selon le lieu où tu es et les personnes, le personnel médical qui t'accompagne, il y a, quand même toujours, des problématiques de, manque de temps, enfin manque de personnel qui du coup n'ont pas assez le temps et donc, des interventions, pour accélérer les choses et cetera. Le par contre, le taux de césarienne en Allemagne est plus haut qu'en France. Ça m'a interpellée aussi. Je crois qu'en France, c'est à peu près de 20. En Allemagne, c'est 30 et je sais que l'Organisation mondiale de la santé dit que les celles qu'on considère comme vraiment, utiles, enfin, je sais pas, j'ai pas le mot, mais, qu'on peut pas Nécessaire. éviter, inévitables, ouais, Mmh. nécessaires, donc celles que Michel Audin appelle des, rescue operations, donc, des opérations de sauvetage, ça devrait être 10-15 donc c'est quand même encore bien, bien haut, en Allemagne et donc il y a pas mal aussi de césariennes qui sont des césariennes en cours de travail parce qu'il y a toujours, ben, voilà, je pense comme en France, cette problématique aussi au niveau du risque, juridique en fait, il faut pouvoir se protéger en fait en tant Ouais. que sage-femme ou qu'obstétricien et donc dès qu'il y a quelque chose d'un peu anormal, on part sur une césarienne donc ça reste assez haut. Mmh. Ouais, c'est très intéressant. Dans l'entrevue de ce midi, que j'ai fait avec, Coraline Ménard qui est aussi une ancienne étudiante, de l'école Doula des Lunes, qui habite et qui pratique sur l'île Maurice. Elle nous a appris, que, bah, les sages-femmes de l'île Maurice avaient vraiment un rôle complètement différent des sages-femmes en France métropolitaine et que les femmes, sur l'île Maurice donnaient naissance avec leur, gynécologue, toujours. En fait, Mmh. c'est le gynécologue qui est, on va dire, personnel médical référent de chaque naissance et les sages-femmes en espace hospitalier, ben, ont beaucoup moins de rôle, en tout cas, en comparaison avec, les sages-femmes des maternités en métropole. En Allemagne, est-ce que, les sages-femmes sont personnel médical référente des naissances? Comment ou et le gynécologue, Ouais, est-ce que c'est un peu comme en France? Le gynécologue est appelé, alors en cas de besoin? Comment ça fonctionne? ouais, je saurais pas exactement, par rapport à exactement comment c'est en France, je peux te décrire en Allemagne. En Allemagne, donc déjà, il y a des réformes là qui sont en cours pour la formation des sages-femmes, parce qu'il y a un grand manque de sages-femmes
et pour le coup, c'est plus accessible qu'en France. Tu es pas obligé de passer par, médecine ou autre. C'est 3 ans d'études. Ça f te fait un bachelor simplement après 3 ans et c'est avant, c'était considéré comme un métier, presque de l'ordre de l'artisanat. En fait, c'est le même statut que l'artisan et maintenant, c'est vraiment le statut, un statut académique d'un quelqu'un qui a fait un bachelor. C'est ça peut-être ça je sais pas si ça parlera à beaucoup de gens, mais en Allemagne, en tout cas, ça a une grande importance que ça ait changé récemment et les sages-femmes peuvent, faire toute la naissance, seules. Donc en général, on n'appelle pas, le gynéco et c'est aussi pour ça qu'il y a des maisons de naissance qui fonctionnent, très bien parce que c'est uniquement des sages-femmes qui sont présentes. Par contre, dès qu'il y a besoin d'une intervention de type, instrument, là, on appelle, un gynécologue, mais par contre, un gynécologue n'a pas le droit d'accoucher une femme. Accoucher, en plus, j'aime pas le terme, mais c'est ça qui est dans la loi. Il faut que ce soit une sage-femme. Donc c'est la sage-femme qui doit être, présente. Donc le gynéco doit être, en présence de la sage-femme et par contre, inversement, la sage-femme n'a pas le droit, de faire, par exemple, un une extraction avec une ventouse ou une épisio. Après ça se fait parfois, par exemple, en maison de naissance, je sais que dans des cas d'extrême urgence, elles le font, mais normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. C'est en par rapport à la France, c'est globalement, je pense, le même schéma. Ouais. Écoute, je te propose qu'on continue, en direct vraiment sur, sur les espaces, hospitaliers. Je le disais tout à l'heure en introduction, tu as été une de nos premières, si ce n'est la première étudiante, de cette promotion 2025 à engager, tes stages, tes séances de stage. Dans l'école Doula des Lunes, on propose, de superviser vos premiers accompagnements, heu, pour que vous soyez accompagnés d'un point de vue professionnel, pour, les premières séances d'accompagnement doula, pour les premiers accompagnements, voilà, prénatal, postpartum, pendant la naissance. Toi, tu as décidé de te spécialiser, très rapidement dans, doula de naissance à Berlin, accompagner, les enfantements. Déjà, première question que je suis sûre que beaucoup, beaucoup de personnes qui nous écoutent se posent, est-ce que tu as pu rentrer facilement dans les maternités, berlinoises que tes clients et tes clientes avaient choisies? Ouais. Voilà. J'ai cette chance-là. J'ai vraiment cette chance-là et là, je pense que c'est vraiment la culture allemande qui aide. Alors déjà une chose intéressante, c'est que, heu, j'ai même postulé pour être, prise en stage dans une maternité. Mmh mh. Alors, j'ai pas dit en tant que doula, pour le coup, j'ai dit que je m'intéressais au métier de sage-femme et que j'aimerais bien faire un espèce de stage d'orientation. Et il y a pas de problème. Donc je suis comme ça, j'ai pu, être, en stage en tant que, entre guillemets, «stagiaire sage-femme», pendant, 4 semaines à la maternité à côté de chez moi, où est né mon fils et donc il y a ça aussi déjà, cette ouverture en fait, qui m'a vraiment intéressée. Parce que c'est aussi un stage qui donne par exemple à des jeunes d'une quinzaine d'années qui s'intéresseraient à ce métier. Donc ça c'est chouette, ça donne un peu l'idée aussi heu, voilà, on a envie enfin il y a rien de tabou quoi. On peut rentrer, si on est intéressé par ce métier, ouais. Parle-nous un petit peu de cette expérience, donc si je comprends bien, tu as postulé sans besoin de justifier, un cursus, paramédical ou médical en cours, juste tu as dit que voilà, tu serais intéressée pour faire un stage. Pendant 4 semaines, tu as été intégrée, aux équipes médicales. Tu étais quoi? Tu étais juste en observation? Qu'est-ce que tu faisais en fait? Alors j'étais, donc c'est une petite maternité à côté de chez moi, il y a pas grand monde donc sur chaque créneau horaire, il y a toujours juste une sage-femme qui est d'astreinte et du coup, j'étais un peu en binôme avec ces sages-femmes. Voilà. J'ai aucun c'était très clair que j'ai aucun savoir-faire, médical donc j'avais pas de responsabilité. Mais selon la sage-femme qui était là et puis au fil du temps, quand même en 4 semaines, on a le temps d'apprendre à se connaître un petit peu. J'ai pu un petit peu, parler aussi du métier de doula, voir comment ça s'était reçu et petit à petit avoir, peut-être un peu une confiance qui s'installait et qu'on me laisse faire plus de choses. Parce qu'au début, c'était vraiment juste de l'observation et puis aider à des petites choses, mais qui pour moi étaient vraiment super intéressantes. Du coup, par exemple, ranger, les armoires et refaire les stocks dans la maternité, bah, ça m'intéresse parce que je vois, voilà, quel est le matériel utilisé, puis je posais la question, par exemple: «Pourquoi il y a des ventouses comme ça et des ventouses comme ci et ça sert à quoi?» et du coup, ça m'a apporté aussi un peu ce côté, vraiment basique
je peux pas dire que j'ai eu des connaissances médicales, mais plus comprendre un peu les protocoles et aussi, même juste en lisant un peu entre les lignes, comprendre les dynamiques et les dynamiques de pouvoir aussi au sein des équipes, notamment, entre l'obstétricien, l'obstétricienne, les sages-femmes, les infirmières, les patientes, les patients, comment ça se passe. Hem, donc ouais, au début, c'était vraiment plus de l'observation et puis après, il y a eu quand même des sages-femmes qui m'ont fait un petit peu plus confiance et moi, j'aime c'est là aussi où ça m'a vraiment confortée dans mon idée d'être doula. C'était très difficile pour moi de juste être dans l'observation. Eh oui. J'avais envie de communiquer avec les gens, ne serait-ce que par, des regards ou par, une main posée sur l'épaule et cetera et au début, je savais pas si c'était OK. Mais après, on m'a encouragée à le faire quand il y avait des situations où, la sage-femme était un peu débordée, il y a une personne qui est un peu sur le carreau et quand elles m'ont commencé à me faire un peu plus confiance, j'ai été, on va dire autorisée à aller de mon plein gré parler aux gens, être là à côté et ça, c'était génial parce que ça m'a vraiment confortée. Enfin, c'était les premières expériences pour moi aussi de même si j'avais une blouse, ça change, hein, la dynamique. Je me sentais doula et il y a, notamment une expérience qui m'a marquée d'une césarienne en cours de travail qui s'est faite d'une toute jeune maman, devait avoir à peine 19 ans, elle était vraiment pas sûre d'elle et puis elle le vivait pas bien parce que c'était une césarienne en cours de travail et je c'était la première fois que j'allais au bloc donc moi, avant je m'étais dit: «S'il y a une césarienne, je serais contente d'aller voir un peu ce qui se passe derrière le rideau» parce que moi j'ai envie de voir, un utérus, un bébé qui sort de sa poche, une césarienne et en fait sur le moment, la sage-femme m'a dit, «Bah, tu as l'air de bien t'entendre avec la patiente. J'ai l'impression qu'elle se sent bien avec toi. Est-ce que tu veux rester de son côté du rideau ou est-ce que Mmh. tu veux aller voir, la le côté chirurgical, en fait?» Et c'était très intéressant et en fait, j'ai répondu avec mon cœur, j'ai dit: «Je vais rester avec elle» et en fait, j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste été à côté. Mais c'était aussi une belle expérience pour moi. Après, j'en ai vu d'autres, des césariennes du côté, chirurgical, mais c'était ouais, ça me restait comme un beau souvenir, de mon stage, le côté un peu, ben, même si tu es sage-femme, la stagiaire sage-femme et même sage-femme, on a ce côté doula aussi, où on a envie d'être, un soutien émotionnel, pour les gens. Je sais pas, Mmh. je suis désolée, je me suis éparpillée, mais Non, mais c'est ouais. super précis ce que tu me dis. Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait un petit peu un choix quand tu nous as dit: «J'ai fait le choix du cœur», est-ce que tu as l'impression que là, tu sais, comme c'était une évidence, Ouais, ton rôle, c'était du côté cœur et pas du côté, périnée, on va dire, du côté doula et pas du côté ouais, femme? presque et en même temps, je pense que ce choix, il c'est pas vraiment un choix, je pense que c'est quelque chose qui va aussi peut-être évoluer parce que je me suis vraiment posé la question de devenir sage-femme, et peut-être que je le serai un jour, mais c'était plus, ouais, quelle est la ma place maintenant, à Et oui. l'instant T? Mmh. Et là, c'était vraiment très facile pour moi de savoir que je ressentais que j'avais juste besoin d'être une présence. C'est comme ça que Ça ça a s'est donné du fait sens. et ouais et je me confo enfin, à chaque nouvelle expérience, ça me conforte là-dedans et en même temps, ce stage était génial et je conseille, si c'est possible, que vous le fassiez, si c'est possible, pour comprendre aussi juste l'envers du décor, Mmh. ce que vivent les sages-femmes et cette empathie, elle est super importante. Parce que moi, là, je commence déjà aussi un peu à m'engager, par rapport à certaines causes qui sont importantes pour moi, notamment les violences obstétricales. Mais je trouve que c'est important de pas, tirer des conclusions hâtives sur les gens en mettant une étiquette. Voilà, les sages-femmes, elles maltraitent et cetera. C'est C'était sûr. très intéressant de comprendre les dynamiques, en fait. Pourquoi, parfois, nous, en tant que patientes, on peut se retrouver dans des situations compliquées où on a l'impression que personne nous écoute, et on est seul physiquement, de comprendre pourquoi et en fait, que parfois il y a des choix qui doivent être faits et qui sont, souvent légitimes, en fait, de la part des soignants, quoi. Après ça va pas, justifier, il y a des actes qui sont injustifiables, mais ça m'a permis d'avoir aussi vraiment cette humilité un peu, hem, cette compréhension des contraintes énormes, qu'elles soient, de temps, budgétaire, aussi au niveau de la responsabilité qu'elles ont. Personnellement, elles ont une responsabilité juridique par rapport à ce qui se passe et aussi émotionnellement évidemment. C'était super intéressant cette partie-là.
Donc tu as fini ton stage, on va dire de stagiaire, sage-femme et je te propose voilà qu'on clôture ça et parle-nous maintenant, bah, du coup, quand tu t'es représentée, dans les maternités en tant que doula, Ouais. accompagnante, non médicale de tes clients et clientes. Tu me disais tout à l'heure quand on préparait notre petite entrevue que, tu as déjà, accompagné, 8 naissances, en espace hospitalier. Est-ce que tu as été bien accueillie et du coup, quelle différence, tu avais dans ta posture quand tu étais dans ce premier stage, on va dire, découverte observation et puis versus là, tu es vraiment la doula de tes clients. Qu'est-ce que ça a changé pour toi et comment voilà, ça a été quoi tes plus beaux moments, des moments de découverte? Parle-nous un petit peu de tes premières expériences de doula de naissance. Ouais. Bah, oui, avec plaisir parce que je pense c'est des souvenirs qui vont rester gravés. Oui, c'est sûr. Je crois qu'on se Hem, souvient toujours de la première naissance qu'on accompagne, en tant que doula. En tout cas, je m'en ouais. souviens, personnellement, très, très fort. J'ai une belle pensée pour cette famille qui se reconnaîtra sûrement s'ils m'écoutent. Et en plus, dans mon cas, j'ai été vraiment bénie de Dieu, quoi. C'était la plus belle expérience, je pense, Waouh, génial. avec le recul. Raconte-nous alors. Ouais, pour répondre à la question, comment je suis accueillie après en tant que doula dans le milieu hospitalier, bah, là, pareil, je pense qu'il y a de bonnes différences, culturelles entre l'Allemagne et la France. En Allemagne, enfin, en tout cas, à Berlin, moi, de ce que je connais, il y a une quinzaine de maternités. La grande majorité ont une politique, où, il est autorisé d'avoir 2 personnes en plus de la femme qui accouche. Donc déjà, la doula, elle a sa place, pas forcément en tant que doula même, mais juste voilà, 2 accompagnants. Après au bloc, c'est un, mais 2 accompagnants, c'est un peu la base et moi, je me présente toujours en tant que doula. Aussi, ce que je fais maintenant, c'est que j'essaie de créer un petit peu un réseau et de faire parler un peu, du travail de doula, donc j'ai aussi des contacts par mail ou, au téléphone avec, certains chefs de clinique et cetera pour me présenter. Donc parfois, ils me connaissent déjà aussi via ces contacts-là qu'on a eu avant. Mais quand bien même, enfin, il y a aussi plein qui me connaissent pas, je me présente toujours en tant que doula et j'essaie de toujours de venir d'un j'utilise un mot en allemand, c'est Zusammenarbeit, c'est vraiment la collaboration. En fait, je dis: «Je me réjouis qu'on travaille ensemble», en fait. Parce que j'aime bien qu'on comprenne ça, qu'en fait, moi, c'est mon travail et eux, c'est leur travail et on marche pas sur les plates-bandes des uns des autres. Pour moi, c'est très, très clair que, eux, ils sont là pour le médical et moi pas. Je suis là pour d'autres choses et donc ça remet les choses, je trouve assez, clairement à leur place et en général, j'ai la chance de pas avoir eu de relations, conflictuelles ou autres. Bah, justement, peut-être en partant du principe que j'essaie de partir du principe qu'ils font bien leur travail, en Mmh. espérant qu'ils partent du principe que je fais bien le mien. Enfin, faut pas arriver sur un dans une parce que même si ça se voit pas peut-être sur mon langage corporel ou pas avoir d'animosité ou de voilà, je pars du principe que tout va bien se passer. Parce Tu qu'après je rentres pas connais en aussi guerre. C'est ça, tu ouais, rentres voilà, pas en guerre quand tu c'est vas à la ça. maternité. Mmh. Ouais. Mais s'il y a besoin, je peux. Si tu as Mon besoin, tu espèce sors les de armes, ouais, je c'est comprends. ça, mon image, un peu mon animal totem, c'est le calme guerrier, en fait. Je le calme, mais s'il y a besoin après guerrier, c'est pas on n'est pas là pour agresser les gens, mais tu vois, je peux montrer vite fait quelque chose? Bien sûr. On le lira pas, mais Mmh mh. c'est une petite carte que maintenant je donne à mes clients et que j'ai mis en ligne aussi et c'est un petit truc une carte que tu peux garder dans ton c'est le petit carnet que tu as à tous tes rendez-vous et que tu apportes notamment à la naissance. C'est, heu, des, pour rappeler un peu tes droits aussi en tant que patient, tu vois? Tu as le droit de poser la question: «Est-ce que je dois prendre une décision sur le champ?» et sinon, parce que c'est pas une urgence, tu as le droit de dire: «Bah, du coup, je voudrais un peu réfléchir, je voudrais aller me promener». Tu as, le droit de enfin, c'est la loi, quoi, on doit t'expliquer, les décisions, on doit demander ton consentement et on doit t'expliquer les choses et du coup, il y a aussi l'acronyme, BRAIN. C'est bénéfice, risque, alternative, intuition et N pour nothing en anglais, ne rien faire. Je le rappelle aux gens, c'est ça un peu le truc guerrier quelque part. C'est souvenez-vous aussi que vous avez, des droits et que c'est votre naissance et alors bien sûr, dès qu'il y a une pathologie ou quelque chose qui doit se faire dans l'urgence, bah, évidemment on doit oublier, on pourra pas faire certains choix. Mais, c'est quand même important de ouais, de le rappeler et du coup, ça, bon,
il y a des sages-femmes qui ont vu cette petite carte et qui m'ont dit que c'était super et puis il y en a d'autres qui l'ont vu, qui ont rien dit. Donc je sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont se sentir offensés, mais pour moi, c'est objectif. Il y a pas marqué dessus, qu'il faut rentrer en guerre, pas du tout. Mais il y a cette idée-là aussi, je sais pas s'il y a le mot en français, mais c'est advocacy en anglais. Le Oui, côté ouais. avoir une voix, enfin se faire entendre quand il y a besoin de se faire entendre. Ouais, donc du coup, je suis en général, jusqu'à maintenant plutôt bien accueillie et Et attends Anne, je voudrais juste dire, merci de nous partager ça parce que, tu dis, voilà, on a rigolé tout à l'heure en disant: «Tu es le calme guerrier et s'il y a besoin, tu peux sortir les armes». Mais je dirais, heu, merci d'avoir expliqué comment parce que ce que je comprends, c'est en remettant toujours tes clients au centre de leur plein ouais, pouvoir, en fait. C'est pas toi qui pars en guerre pour les autres, c'est c'est ça. tu rappelles que, ils ont leur mot à dire, ils sont responsables de faire leur choix, de prendre la décision de faire entendre leur voix. Et tu permets ça en fait. Et oui, bien sûr, c'est le rôle de la doula qui vibre pour nous, qui vibre pour moi, qu'on transmet dans notre école. C'est que euh, il y a cette différence aux États-Unis, et tu l'as dit. Les, les doulas, avocates de leurs propres clients, mais il y a d'autres problématiques, socio-politiques et socio-culturelles aux États-Unis avec notamment, les femmes à la peau noire qui sont maltraitées, en fait. Donc il y a des doulas qui ont besoin d'être les avocates Ouais, de ces femmes, et là, voilà, je fais vraiment la différence avec le rôle des doulas, je dis pas qu'il y a pas ce problème en France, mais en tout cas, c'est peut-être moins sociétal, quoique ça serait intéressant d'en parler avec des femmes avec la peau noire et comment ou d'autres origines et comment elles ont vécu leur naissance et est-ce qu'elles ont été est-ce qu'elles peuvent témoigner en fait de traitements radicalement différents. Bon voilà, c'est pas une surprise, hein, je pense à plein de témoignages que j'ai déjà entendus, mais ça serait intéressant vraiment de témoigner de ça en France. Aux États-Unis, c'est très connu en fait. Les femmes, culturellement parlant, elles en parlent vraiment et puis elles se lèvent en fait pour que ça arrête ces différences de traitement. Et bref, je reviens à ce que tu nous disais sur partir en guerre tranquille, sur le fait que tu es juste là pour porter l'espace, tu es surtout là pour porter l'espace et puis ouais. d'arriver à dire mais voilà, vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de faire ça, puis c'est OK, je suis là pour vous le rappeler en cas de besoin. Ouais, Est-ce que ouais, j'ai bien paraphrasé ce que tu nous as dit? 100%. Génial. Ouais et je rebondis là-dessus parce que c'est quelque chose que toi, tu avais dit aussi, via l'école. La doula, elle est pro-choix et ça, c'est super important, en fait. Moi, je prends pas de décision pour les gens, mais je les aide à trouver une décision, qui leur convient parce que parfois, on prend des décisions, rapidement sans que ce soit vraiment une vraie décision. Parce que pour décider, il faut savoir vers quoi on va et du coup, par exemple, bah, justement, une anecdote, partie stage, une naissance, à laquelle j'étais présente où, il a été question à un moment de faire, une, d'utiliser une ventouse et ma cliente, elle se tourne vers moi, elle me dit: «Tu penses que c'est bien? Tu penses qu'il faut que je le fasse?» Mmh mh. Et en fait, moi, je vais pas répondre à ça, je vais pas dire oui ou non. Du coup, ce que j'ai fait et même si c'était pas facile et cette expérience a été vraiment, difficile parce que tu as cette pression autour et tu as le médecin qui a dit: «On va utiliser une ventouse». C'était juste un petit peu déjà de dire: «Est-ce qu'on doit décider tout de suite? Est-ce que c'est une urgence vitale?» Bon, moi, je savais que ça l'était pas parce qu'on en avait déjà parlé avant et le médecin, il était pas très stressé et puis on voyait bien le cardiogramme, ça allait, mais voilà et du coup, ils ont dit: «Non». OK, vous pouvez prendre 5 minutes. Donc déjà, ça change un peu les choses parce que moi, même après, je peux ne rien dire, ne rien faire, ne pas être là. Les gens, ils ont 5 minutes pour réfléchir et après, quand elle m'a posé la question, je lui ai dit: «En fait, pose-toi toi la question à toi. Qu'est-ce que tu en penses toi? Moi, je peux te dire si tu veux, il y a des risques et il y a des bénéfices. Peut-être tu peux en parler à l'obstétricien vu qu'on a 5 minutes. Quels seraient, par exemple, les risques et les bénéfices de cette intervention?» Et aussi, notamment dans l'acronyme, il y a: «Quelles sont les alternatives? Qu'est-ce que te dit ton intuition?» Et en fait, là, l'obstétricien, il dit: «Oui, effectivement, c'est pas une urgence, mais quand même, on est inquiet parce qu'il y a ci, il y a ça» et donc l'alternative, ça va être,
de changer un peu, la position. On est d'accord pour changer les positions sur un certain nombre de contractions, mais après si ça avance pas, ben, il faudra en reparler, il faudra que ce soit une serviette. Mais ça ouvre quand même des possibilités et là, du coup, elle a changé de position plusieurs fois et puis ça n'a pas fonctionné et en fait, après, il y a eu la ventouse, mais après coup, moi, je me suis sentie très mal qu'il y ait une ventouse à l'accouchement auquel j'étais parce que j'avais l'impression que j'aurais pu changer les choses, ce qui est faux, je pense. Mais elle, on en a reparlé après, l'a très bien vécu parce qu'elle m'a dit: «En fait, j'ai eu 5 minutes pour y réfléchir et j'ai eu l'impression que dans la constellation dans laquelle les choses étaient, j'ai décidé. J'ai décidé ça». Et je pense qu'il y a une grande différence entre elle a la ventouse rapidement et elle l'a pas décidé. Et Tout à fait, là, elle peut y avoir un vécu traumatique et OK. juste d'avoir pris 5 minutes et bon, je veux pas dire que ça change le monde, mais quelque part, une doula ou même un compagnon qui est formé à ces questions-là, une autre personne dans la salle, juste de pouvoir apporter ce truc de: «OK, on a le droit de faire une pause là, on a la chance que ce soit pas une urgence, on a le droit d'y penser, on a le droit de voir un peu dans sa tête les pour, les contre, de s'ancrer un peu, de respirer. Moi, j'en pense quoi? OK, je suis partante, on le fait». Ça peut changer vraiment le vécu, en fait. Absolument. Merci Anne de parler de ça parce qu'en fait, dans le vécu traumatique, on le sait en fait que ce n'est pas ce n'est pas l'acte en lui-même, qui conditionne le trauma, mais c'est plutôt le vécu de l'acte en fait et Ouais. dans la majorité des cas en tout cas et tu nous expliques très bien en partageant, les mots de ta cliente, où finalement c'est si la ventouse avait été, heu comme un acte, décidé de l'extérieur, imposé, quand bien même, il y aurait pas eu de on va dire de dégâts physiologiques et physiques, on va dire, au niveau du périnée de la femme en train d'enfanter. Peut-être qu'elle l'aurait vécu, elle, comme un trauma. La manière dont elle l'aurait digéré, la manière dont elle aurait refait le film et la manière dont elle aurait, hem, isolé, en fait, cet espace-temps pour en faire un trauma vivant dans la manière dont elle a donné naissance à son bébé et tu nous parles beaucoup la clé, c'est remettre le les patients, en fait, donc nos clients, au Ouais. centre de leur expérience et ça vaut pour tous les sujets. Ça vaut, pour, les instruments, mais ça vaut aussi pour les décisions d'aller, en naissance, par césarienne, ça vaut pour la pose de la péridurale, ça vaut pour tout, à partir du moment où on est évidemment sur des gestes, non, comment on peut dire? Je fais quand même une différence avec, l'expression abdominale, a toutes les violences obstétricales. Là, on laisse de côté cette grande partie des violences obstétricales. On parle juste, on va dire, des gestes, médicaux, protocolaires, la plupart du temps imposés par le personnel médical, en tout cas en France, imposés par le personnel médical parce que voilà, c'est leur quotidien. Parfois, c'est le jus dans les équipes. Il y a beaucoup de femmes en travail en même temps, où il y a eu des problématiques sur une naissance et puis voilà et les équipes, elles doivent aussi gérer dans l'instant T et parfois, merci de le rappeler, juste remettre la patiente au centre de sa décision, au centre de son expérience. Quand Bien il y a sûr. pas d'urgence vitale, ni pour le bébé, ni pour la maman, ça change tout. Tu nous as dit: «Ça change pas le monde», mais je crois sincèrement que ça change le Mmh. monde C'est vrai. de du couple, en fait. Ça change pas le monde médical, mais ça change vraiment, vraiment, vraiment le monde personnel et le vécu, du chemin de naissance et en tant que doula, j'y crois vraiment, vraiment, vraiment à ça. Mmh. Juste entre parenthèses, l'expression abdominale, en Allemagne, elle est autorisée, mais après c'est très encadré. C'est pas, il y a des par exemple, on n'a pas le droit d'appuyer avec le coude, c'est juste les mains et cetera, mais il y a des pratiques qui sont différentes et dans ce que tu dis, je veux juste rebondir et dire aussi remettre l'intuition Mmh, de la cliente au centre, ça c'est important parce qu'on pourrait se dire, «Bah, en fait, elle sait pas, pourquoi on va utiliser la ventouse, elle va pas savoir». Bon déjà lui donner, les risques et les bénéfices, ça la regarde directement parce que c'est son corps et c'est son bébé. Mais l'intuition, je pense qu'elle est super intéressante, à apporter aussi, notamment par rapport au vécu traumatique parce que si ça va contre ton intuition, ce sera de toute façon mal vécu. Et qu'on sait aussi, enfin, c'est même prouvé scientifiquement, l'intuition de la mère, elle joue un rôle, vraiment fondamental, donc ça, c'est aussi important. Et notamment dans la salle de naissance, moi aussi avant et ça, c'est quelque chose dont je me rends compte aussi, il y a beaucoup de décisions qui sont prises en prénatal
qui sont hyper importantes, qui en fait sont prises sans que ce soit vraiment des décisions éclairées et ça par contre, c'est un truc qui me choque parce que là, il y a pas d'urgence. Là, je suis d'astreinte pour une maman, elle a eu un vécu traumatique d'une première naissance avec une déchirure au 3e degré et la 1re, là pour sa nouvelle grossesse, le premier hôpital, vers lequel elle se tourne lui dit: «Ce sera une césarienne ou une épisiotomie, préventive». Mmh. Et elle était restée là-dessus et puis en fait, il y a quelque chose qui lui a dit que non, ça cloche et elle m'a contactée, on en a parlé et moi j'y connaissais rien, mais j'ai dit: «OK, on va faire des recherches ensemble» et on a regardé vraiment au niveau du collège, des gynécologues en Allemagne et cetera, quelles sont les lignes de conduite et cetera, quelles sont les études qui existent et en fait, c'était très clair que, elle n'est pas obligée d'avoir une césarienne, elle n'est pas obligée d'avoir une épisiotomie et du coup, juste lui dire: «Tu peux te poser la question, tu as le droit tu as le droit de poser des questions. Tu as le Mmh. droit de rechercher, tu as le droit de venir au prochain rendez-vous avec tes recherches et dire: «En fait, moi je le sens pas et la recherche, que j'ai faite me dit qu'il y a d'autres possibilités et aussi tu as le droit d'aller voir quelqu'un d'autre». Et du coup, c'est ça qu'elle a fait là, récemment. Elle est allée dans 3 hôpitaux en tout, c'est un vrai travail, Bien sûr. mais elle a choisi un hôpital qui lui a dit: «On fera une césarienne qu'en cours de travail. Si c'est une urgence, on fera une épisio pas, enfin uniquement si c'est nécessaire, s'il y a une détresse, fœtale, mais sinon et ils lui ont donné des chiffres qui l'ont vachement rassurée. Ils ont dit que quand on a eu une première déchirure, pour un second, la chance d'avoir une déchirure, elle est minime, elle est de moins de 5. Donc aussi ça l'a voilà, ça l'a calmée. Donc aussi en prénatal, je pense que c'est important de réfléchir à ça et en tant que doula, d'avoir un peu un rôle aussi, pas pour remettre en question la parole des médecins, mais pour écouter l'intuition de la maman et que s'il y a quelque chose qui la dérange, lui dire: «Ben, en fait, tu as le droit de Absolument. d'aller sur Google ou Mmh. après il faut que ce soit, probablement, bien fait, accompagné et puis dans l'idéal, dans une dynamique de communication ouverte avec le personnel. Mais il y a peu de gens qui se disent qui osent le faire, en fait. Même ça leur traverse pas forcément l'esprit. Quand un Mmh. médecin dit: «Bah, pour votre santé et celle du bébé, ça sera une césarienne», on a tendance à dire: «OK». Fin de l'histoire, Absolument. quoi. Absolument Ouais. et la doula peut aider ça, justement. Elle peut aider non pas à dire jamais ce que la cliente doit faire, mais comme tu nous l'as expliqué, à lui dire: «Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as envie qu'on fasse des recherches ensemble? Quelles sont les recommandations officielles? Quel autre spécialiste obstétricien tu pourrais rencontrer pour avoir d'autres avis?» Et puis, bah, on revient encore, la boucle est bouclée, on remet nos clientes au centre de leur expérience, de leur décision. Et tu l'as dit, c'est du travail. C'est un choix, c'est une écoute profonde et je crois que c'est le début du chemin de la naissance respectée, dans le fait de s'autoriser à vraiment, être, comment dire? Dans l'expression sincère de: «Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire?» Ouais. Et bravo Anne, je suis c'est merci de partager, tout ça. On arrive, tout doucement, à la fin de notre entrevue. Est-ce que tu aurais peut-être encore, une petite anecdote ou, quelque chose que tu aurais envie de nous partager sur, ces accompagnements en salle de naissance que tu fais peut-être en collaboration, avec, les sages-femmes ou avec les papas? La thématique, tu le sais, de cette première édition du Sommet des doulas, c'est, la force dans le lien. Comment tu pourrais en parler de ça dans ton métier de doula de naissance? Ben, si je pense à l'association qui va bénéficier, de la cagnotte, Abracadabra, parce que ça me fait penser à un accompagnement en particulier que j'ai fait, lié à la prématurité et aussi qui du coup, ben, j'accompagne parfois des mamans seules, mais là, il y avait aussi un papa et c'est des jumelles. Donc il y a vraiment tout ce côté, voilà, le lien dans la famille et comment, ben, 2 bébés en plus, ça chamboule bien. Et là, mon rôle était un peu différent parce que la naissance avait été, une césarienne programmée et ça, pour le coup aussi, c'était un travail en prénatal pour discuter un petit peu, de ce que la maman voulait, mais elle voulait vraiment une césarienne et c'était aussi ce qui était, conseillé au niveau médical par rapport à la, mmh, la présentation, des bébés. Mmh mh. Hem et là, du coup, l'accompagnement, c'était la première fois que je me retrouvais, face à ce défi un peu d'accompagner quelqu'un qui vit, bah, cette prématurité-là. Hem et là, l'accompagnement, c'était
trouve beaucoup plus dans vraiment de l'écoute, en fait. Vraiment beaucoup d'écoute et notamment pour le papa aussi. Donc on s'était rencontrés avant pour, bah, justement parler de quel type de naissance ils voulaient, mais aussi pour écouter aussi un petit peu, tous leurs questionnements parce que ça les a complètement chamboulés, en fait, de savoir qu'il y en avait 2. Puis après, ils avaient une césarienne programmée qui devait être plus ou moins vers le terme. Après pour des jumeaux, c'est toujours un peu avant, mais la prématurité a aussi été une surprise. Il y avait pas vraiment de signes, avant-coureurs et puis ça a été à 30 semaines, donc c'est quand même assez tôt. Donc là, c'était, juste, ouais, d'être présente, d'écouter, hem, d'écouter beaucoup de peur, de tristesse. Cette maman, elle avait l'impression qu'on lui avait un peu volé la fin de sa grossesse. Le jour où elle était enfin en congé maternité, c'est le jour où ses bébés sont nés, par césarienne du coup, donc elle a pas eu son congé. Elle ne voulait pas vraiment allaiter, mais elle s'était dit: «Je vais le faire», au début et puis là, comme c'était des prématurés, il fallait vraiment le faire, mais c'était très contraignant parce qu'elle pouvait pas boire, au sein parce qu'elle avait pas la force et cetera, donc vraiment juste être là pour, recevoir, toute cette douleur aussi quelque part et puis c'était aussi juste des petites choses, faire acte de présence pour montrer qu'ils sont pas tout seuls parce que je travaille surtout avec des expatriés, donc souvent il y a pas de famille à côté. Donc passer à l'hôpital, apporter à manger, demander s'il y a besoin qu'on fasse, une course, de passer à leur appart, apporter des trucs, ranger des trucs, enfin c'est tout bête mais c'est pas vrai pour moi c'était pas, la naissance, en tant que telle, mais quand même, heu, bah, ça fait partie du rôle de la doula, parce que je me définis peut-être je commence à me définir en tant que doula de naissance, mais il y a aussi tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe après, c'est un continuum et Bien là, sûr. c'était vraiment ouais, après la naissance, avant, mais aussi beaucoup après, ouais, tout ce côté, écoute active, présence, petites attentions, juste, d'être là, d'écouter parce que pour la prématurité, les parents et moi et tout le monde, je pense, on est désemparés, en fait. On sait pas comment les choses vont évoluer. C'est vraiment du au jour le jour. Absolument. Les petites, il y en a une qui allait bien, après elle allait moins bien, après c'était l'autre. Elles ont eu des enfin, je sais plus comment on appelle ça, été contaminées par des bactéries et cetera, pendant leur séjour donc juste, offrir, ouais, cette écoute dans les hauts, dans les bas. Bravo Anne de nous parler de tout ça. D'ailleurs vous qui nous écoutez, aujourd'hui, si vous avez pas été là en direct avec nous lors du live, d'ouverture du sommet avec, Emeline, la présidente et la fondatrice de l'association, Abracadabra, et bien allez regarder le replay si le sujet de la prématurité vous intéresse et l'accompagnement, émotionnel des parents qui vivent la prématurité ou la très grande prématurité avec leur bébé. Emeline nous en a parlé avec, beaucoup, beaucoup d'émotion et voilà, c'est une cause qui est importante et si vous avez envie, de soutenir, concrètement, l'association Abracadabra et bien, je vous mettrai le petit lien de la cagnotte solidaire, juste en dessous, de cette vidéo. Merci, merci beaucoup pour eux. Ma chère Anne, j'ai 2 petites questions pour, clôturer, cette entrevue. Merci pour, déjà, j'aimerais en premier lieu, moi, te remercier pour, la vision, très optimiste que tu partages de notre métier, de doula parce que, la France est encore un peu en retard, j'ose le dire, dans cette collaboration, ouverte, bienveillante et professionnelle, entre, ce qui se fait, ce qui existe et ce qui est nécessaire dans, les hôpitaux et la prise en charge des patientes, mais ce qui existe aussi de notre côté, dans l'accompagnement, non médical, de la naissance et de nos clientes et oui, ça me donne beaucoup, d'espoir. Ma question pour toi, c'est quelle vision, pour l'avenir des doulas? Alors, pour toi et puis pour, les doulas, à Berlin, en Allemagne. Comment ça se passe là pour les prochaines années? Peut-être c'est un peu naïf, mais un avenir, rayonnant, plein de succès. En fait, je pense qu'on malheureusement, on arrive à un point où le système, que ce soit en Allemagne ou en France, système de santé est complètement à bout de souffle. Donc il faut quand même pallier d'une certaine manière à des problèmes, du système de santé public et je pense que la doula, là, elle a sa place. Enfin, sur plein d'autres plans, elle a sa place, mais malheureusement, elle trouve aussi sa place là-dedans.
Ce qui me dérange un peu, c'est que, du coup, ça reste un service privé, donc il y a pas tout le monde qui peut s'offrir une doula. Mais c'est aussi pour ça que c'est chouette de faire des tarifs solidaires, je le fais aussi. Mais oui, du coup, je pense que ouais, je pense qu'on a besoin vraiment des doulas et aussi que c'est important d'avoir le côté, de raconter une histoire dans laquelle la doula travaille avec la sage-femme. La sage-femme est doula et la doula est sage-femme et ça, pour moi, c'est vraiment important et voilà, je commence tout juste, mais à mon niveau, c'est quelque chose que je veux vraiment apporter, de rencontrer, des sages-femmes, de rencontrer des obstétriciens, de parler de ce que je fais, d'écouter ce qu'ils font, de réfléchir un peu à quelles sont, nos valeurs et comment on peut gérer les contraintes, en fait, données par, ce système et travailler ensemble là-dedans. Et puis mais alors, je sais que c'est pas encore la même chose en France, mais faut jamais dire jamais et rester optimiste. J'ai envoyé un mail, hein, en plus complètement, de nulle part, à tous les enfin, chefs de clinique en Allemagne, une quinzaine et il y en a un tiers qui m'a répondu, dont Mmh. 2 qui m'ont invité à prendre un café et c'était juste un mail et je me dis: «OK, ben, il y a quand même quelque chose à chercher» et faire un petit peu bouger les lignes. Après, c'est peut-être juste un petit grain de sable, mais une petite, goutte dans l'océan, mais ça, c'est pour moi, c'est important et c'est aussi comme ça que je le vois, l'avenir de la doula. C'est, de pas qu'on n'ait pas honte, en fait, de ce qu'on fait, qu'on n'ait pas peur et de et non et aussi ce qu'on disait avant, ne pas arriver dans une posture agressive, mais plus de dire: «Ah, beh, en fait, on a les mêmes valeurs. Ce qui nous importe, c'est que la femme et un bel accouchement qui se passe bien, quelque chose de pas traumatique. Donc si on a la même vision, on doit pouvoir travailler ensemble. Absolument. Ouais, ça c'est vraiment j'ai hem, l'avenir un peu rêvé et du coup, ouais, je pense, je sais pas, j'aimerais bien faire passer ce message. J'encourage peut-être, chaque doula à, à parler de son métier, en étant fière et c'est pas forcément facile et je sais notamment en France quand il y a des dîners de famille et qu'à côté il y a le beau-frère qui est médecin et il y a l'autre qui gagne, plein de sous en étant dans les assurances et après toi tu dis doula et les gens savent pas ce que c'est. Quand tu dis que c'est un métier pour les femmes et que ça a un rapport avec la maternité, c'est un peu, bon, presque dévalorisé, en fait, mais moi, je suis vraiment fière de ce que je fais et je me mets pas une barrière mentale en me disant: «Bah, du coup, je peux pas, dire à rencontrer tel médecin ou parler presque «d'égal à égal» entre guillemets avec une sage-femme ou j'essaie de pas avoir cette barrière-là, puisque c'est un métier qui est quand même récent et du coup, ça notre système de valeurs, il est en train de se construire. Donc si on dit que la doula, c'est génial, que c'est un métier absolument essentiel, mais vraiment pas au niveau juste individuel, mais au niveau de la société, Bien sûr. ben, pourquoi pas en fait, ça peut faire bouger les lignes, je pense. Absolument, absolument. Merci Anne. Je vois là ton drapeau, quand même de militante de la naissance respectée, absolument et puis, on en a déjà parlé, plusieurs fois dans ce sommet, notamment, hier avec, Élodie Cariou, en live avec nous, qui est sage-femme et qui nous a parlé de ce lien, de cette force possible entre, sage-femme et doula. Comment on met ça en place et puis demain, jeudi, et bien, je serai en live, avec, Fanny, de Donna Doula qui est une des premières, si ce n'est la première doula, française à travailler officiellement, à collaborer officiellement avec une maternité. Donc ce sont des petits pas de fourmi, mais Trop bien. mis bout à bout, ça commence à changer en France. Donc je suis comme toi, moi aussi, je suis très, très optimiste. Allez, une dernière, question pour toi, Anne. Que dirais-tu à la version, de toi que tu étais avant de rejoindre, notre école Doula des Lunes? Ben ça, la boucle se boucle avec ce que j'ai dit au début. Ouais, elle sait pas en fait, dans quoi elle met les pieds. Elle pense qu'elle va juste avoir des petits cours sur, où est l'utérus et et comment accompagner quelqu'un, dans un parcours, PMA par exemple. Mais en fait, elle sait pas qu'elle va se prendre un mur en fait, enfin, je sais pas comment dire. C'est un vrai voyage initiatique. Moi, j'avais pas vraiment compris ça et en fait, c'est une super découverte parce que, ben, via l'école,
on a des cours, mais on a par exemple des petits ateliers où on doit, parler avec, d'autres filles de la promo et du coup on voit tous ces différents parcours de vie, tous ces témoignages, on s'ouvre de plus en plus, on s'ouvre aux autres, du coup on s'ouvre à soi-même. Hem, on découvre moi j'ai découvert des choses, dont je n'avais pas idée en fait, de choses qui existent, autour de la maternité, des je saurais même pas, enfin même juste tout ce qui est, la communication, l'écoute active, des petites choses en fait qu'on fait au quotidien sans s'en rendre compte et en fait on apprend à se déconstruire un peu, à prendre du recul par rapport à ça. Et avant cette formation, j'avais déjà un peu accompagné des amis qui vivaient des choses pas faciles, notamment grossesse et dans ma tête, je me disais: «Ah, mais je suis déjà une doula». En fait, non, c'est ça que j'avais pas vraiment compris, c'est que tu as vraiment une posture à travailler, c'est vraiment pas facile et ça va me prendre peut-être toute une vie. Mais ça, je l'ai découvert, via l'école et je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre, dans un livre, quoi. Il faut vraiment C'est pour ça que je trouve ça chouette que ce soit sur un an. Il faut vraiment, petit à petit, on commence à comprendre certaines choses, déconstruire, comprendre certaines vérités par rapport à soi-même, les travailler et puis moi, j'ai eu la chance de faire en parallèle de la pratique en tant que doula donc pouvoir, ouais, c'est très, au niveau énergie et émotionnel, c'est hyper fort, mais je pense que je lui dirais que je suis fière d'elle et puis qu'il faut qu'elle continue parce que ça m'apporte beaucoup. Mmh, l'aventure ne fait que commencer. Merci beaucoup Ouais, Anne. C'était un plaisir, merci à toi. d'en apprendre plus, sur ton parcours, d'en apprendre plus sur, le climat, berlinois. J'espère, vous tous et vous toutes qui nous avez écoutés, que vous avez pris autant de plaisir que moi. Heu, je vous mets juste en dessous, de cette petite vidéo le lien pour notre cagnotte solidaire. 100 du montant de la cagnotte, qu'on va pouvoir récupérer toute cette semaine lors du sommet, de lundi jusqu'à vendredi, 100 du montant récolté sera reversé à l'association Abracadabra. Allez cliquer sur le lien, vous allez voir concrètement à quoi vont servir vos dons. Regardez le replay d'Emeline pour comprendre, avec quel montant, qu'est-ce que l'association va pouvoir offrir, aux parents endeuillés ou aux parents de bébés prématurés. Avec tel autre montant, qu'est-ce que l'association va pouvoir mettre en place. Je compte sur vous. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve, demain pour la suite du sommet. À très bientôt. Je compte sur vous. Bye bye. Salut Anne. Merci, merci beaucoup.